Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux news sur Reflect TV. Ce soir, nous abordons deux sujets majeurs. Pour commencer, des projets en panne, des retraités en attente et un gap fiscal inquiétant. Comment utiliser les recettes fiscales de 2024 pour changer la donne et restaurer la justice sociale? Pour en parler, nous recevons Michel Dougrou, secrétaire général de l'Alliance Nouvelle des agents de la Direction générale des impôts et Gaël Lacroix, analyste sociopolitique. Ensuite, dans la seconde partie, le développement ivoirien est-il réellement à la hauteur des ambitions affichées? Peut-on se vanter de notre niveau de développement économique, social et infrastructurel? Nous en discuterons avec Lancine Nakaramoko, analyste politique, et Kevin Zokou, président de Agissons Ensemble, dans la seconde partie. Bonsoir Michel Dougrou. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Bonsoir à vous également, Gaël Lacroix. Bonsoir, M. Sidi. Alors, tout de suite, on place au premier sujet de cette émission qui concerne bien sûr la situation des agents des impôts. Quelle est la réalité des recettes fiscales projetées pour 2024 et comment expliquez-vous ce gap de près de 200 milliards de francs CFA? Déjà, je voulais vous remercier de me permettre d'être sur votre antenne une seconde fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Direction générale des impôts enregistre un gap important cette année, mais ce gap en fait est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur se situe au niveau de la définition même des objectifs. Chaque année, l'État définit des objectifs à la Direction générale des impôts. Et ces objectifs se font sur la base des taxes que nous avons. Il y a une réforme au niveau de l'impôt foncier qui a redéfini en fait le système de l'impôt foncier en Côte d'Ivoire. Au lieu de la valeur du terrain, on est parti sur la valeur marchande. À partir de cet instant-là, les taux d'encaissement sont passés de peut-être jusqu'à 1000% pour certains contribuables. Alors, face à la pression, l'État de Côte d'Ivoire est revenu sur sa décision, mais les objectifs eux-mêmes n'ont pas été sous-évalués. Du coup, la direction générale est partie avec un léger retard, un léger handicap. C'est ce qui justifie cette situation. Donc, à la Direction générale des impôts, on met tous les moyens en œuvre. C'est le lieu pour moi d'inviter tous les agents des impôts à redoubler d'efforts par rapport à la situation. Il nous reste 3 semaines. Il y a beaucoup de contrôles de patentes, beaucoup de contrôles fonciers, beaucoup d'opérations qui sont faites pour pouvoir traiter cette question-là au mieux. On espère résorber le gap, mais c'est clair qu'on va finir avec un objectif, un résultat aussi. Et quelles sont les mesures concrètes que vous proposez pour pouvoir combler ce déficit sans alourdir la pression fiscale sur les citoyens ivoiriens? Il y a beaucoup de secteurs qui sont sous-imposés. Alors, en 2025, parce que 2024, c'est clair que nous allons finir avec un gap assez important, mais en 2025, il va falloir axer notre stratégie sur la digitalisation. Ici, c'est des secteurs qui sont sous-imposés. Déjà, au niveau du secteur de la patente de transport, on a soulevé à plusieurs reprises le système de contrôle qui n'était pas adapté à la situation. On a 3 millions de véhicules en Côte d'Ivoire, il y avait moins de 17% en fait qui étaient fiscalisés. Donc, il faut doubler ou tripler le taux, ça va impacter les recettes. Ensuite, il y a la digitalisation. La digitalisation des petits commerces. Très souvent, les gens disent que vous allez venir encore fiscaliser nos gars qui vendent à partir des réseaux sociaux et tout. Mais c'est ces petites activités-là, en fait, demain, qui deviennent des multinationales. Donc, il faut qu'on arrive à les imposer. Et puis, il y a le secteur de l'impôt foncier. L'impôt foncier lui-même, vous remarquerez que dans les cités, dans les quartiers et tout, il y a un gap important en matière de recouvrement parce que le système n'est pas bien structuré. Ce que nous on avait proposé en son temps, c'était que chaque quartier puisse avoir en fait une entité fiscale là qui vérifie les bails, qui vérifie les impositions et tout pour permettre d'aller de l'avant. Il y a plusieurs secteurs comme ça qu'on est en train d'analyser et qu'on est en train de voir. Mais l'axe principal, ça sera la digitalisation. Bien, merci Sidi. Moi, je voudrais remercier déjà M. Dougrou d'être présent sur le plateau. Tout à l'heure, lors de sa prise de parole, il a parlé du secteur des petits commerces. Et je pense que c'est un peu différent du secteur tertiaire, ou bien on met dans le secteur tertiaire. Je veux dire, on inclut en fait toutes les activités dedans. À partir du moment où, pour ma part, si on doit élargir l'assiette, il faut tenir compte de tous les secteurs d'activité primaires, secondaires, tertiaires. Tous les secteurs sont importants. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, en fait. La question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il est normal que l'État, que la DGI, je ne sais pas si c'est la DGI qui s'en charge, mais lorsque un citoyen ouvre un commerce et qu'il a des problèmes pour régler les impôts, les taxes, il arrive des cas où souvent on ferme ces entreprises-là. Est-ce que la solution, c'est de fermer ces entreprises lorsqu'on sait que ce sont des sociétés qui emploient soit une dizaine, une vingtaine de personnes pour des questions d'impôts? Est-ce que c'est normal
qu'on ferme ces entreprises-là? D'accord. Déjà, il faut savoir que la réglementation fiscale obéit à des règles. Il y a les taxes municipales qui relèvent en fait des collectivités territoriales, les mairies, et puis il y a les taxes qui font l'objet sont sous la coupole de la Direction générale des impôts. La fermeture d'une entreprise, c'est un processus. On ne ferme pas une entreprise du jour au lendemain. Et puis derrière tout ça, nous sommes, je veux dire, des citoyens. Nous sommes des énarques, nous sommes formés à l'école et nous vivons dans la société. Je veux dire, la procédure de fermeture obéit à des règles, mais c'est l'homme qui met en place la règle. Vous n'allez pas aller fermer une structure de façon radicale, quand bien même vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui vivent à partir, je veux dire, de cette entreprise-là. C'est tout un processus. C'est vrai qu'on peut fermer une entreprise qui embauche même des milliers de personnes. Voilà. Oui, on peut la fermer, mais l'entreprise, en fait, vit dans la société, elle connaît la règle. Elle a des conseillers fiscaux, elle a des comptables et tout. C'est une procédure, en fait. Et quand on en arrive à la fermeture, c'est que l'entreprise n'a pas respecté la procédure. Et si la procédure a été biaisée, l'entreprise, en fait, dispose de voies de recours pour pouvoir, en fait, demander l'ouverture de sa structure. Et quand on ferme une entreprise, le premier perdant, c'est l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Du coup, on ne ferme pas parce qu'on veut fermer, mais on ferme parce que l'État a des besoins. Et il y a des procédures. Quand on ferme votre entreprise, vous pouvez dire, bon, écoutez, je dois peut-être 100 millions, d'accord, je vais faire un acompte, je vais faire un moratoire de paiement, je veux dire, il y a toujours moyen, en fait, on prend des engagements. Ce que l'État attend de toi, c'est que tu reconnaisses ta dette. Je vais payer. C'est tout. Monsieur Doucourou, je vais vous reprendre au mot parce que, tel que vous expliquez, on a l'impression que tous les mécanismes sont mis en place pour aider, en fait. Oui. Mais quand moi particulièrement, je connais certaines entreprises où est-ce que peut-être c'est par la mauvaise foi de certains agents qui viennent? Est-ce que la procédure est bien? Non, oui, je dis, est-ce que ce sont des questions que je pose? Oui, mais déjà, le terme parce que tel que vous expliquez là, on a l'impression qu'il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure de fermeture, puisque vous dites que vous pouvez prendre des moratoires et tout. Mais comment on peut aller jusqu'à ce qu'on ferme carrément une entreprise? Parce que tel que vous expliquez, on a l'impression qu'on ne ferme pas d'entreprise. Non, ne dites pas ça. Je n'ai pas dit qu'on ne ferme pas l'entreprise. Le processus de fermeture d'entreprise fait partie de la vie d'une entreprise. Une entreprise, c'est comme un homme. Elle naît, d'accord, elle grandit, elle peut vivre, se ressusciter et tout, contrairement à tout être humain. D'accord. Ce qui se passe, c'est que l'entreprise, quand elle est créée, elle connaît les règles fiscales. Le Code général des impôts est un document qui est mis à la disposition de toutes les entreprises. Il est même gratuit, on peut le consulter en ligne ou encore on peut l'acheter. Ça dépend. D'accord. La procédure est définie et elle existe. Si votre entreprise a été fermée et que la procédure n'a pas été respectée, vous disposez de voies de recours. En général, quand une entreprise est fermée, il y a plusieurs relances qui sont effectuées. Et après les fermetures ou avant les fermetures, vous avez la possibilité de négocier ce qu'on appelle un moratoire de règlement. On ferme votre entreprise parce que vous devez à l'État de Côte d'Ivoire. On ne ferme pas votre entreprise parce que vous portez des lunettes ou bien parce que vous n'êtes pas beau. Non, on ferme parce que vous devez à l'État de Côte d'Ivoire. Et dans le processus même, je veux dire, de relance, de fermeture et tout, c'est toute une procédure qui respecte des règles. Il y a des délais. L'entreprise a été relancée à plusieurs reprises et elle n'a pas réagi. C'est à partir de cela qu'on ferme. Et il y a d'autres procédures encore. Il y a l'ATD, c'est l'avis à tiers détenteur. On peut mettre un verrou sur votre compte bancaire de sorte à ce que vos ressources en fait, soient virées directement sur le compte de la Direction générale des impôts. La fermeture, c'est la procédure extrême. Je veux dire, en général, on en arrive là que lorsque vraiment le contribuable a été réfractaire au process. Bien, parlons maintenant du profil de carrière arrêté depuis 2008. Vous allez d'abord nous dire c'est quoi le profil de carrière et pourquoi est-il arrêté? Alors, un profil de carrière, c'est un ensemble de règles qui sont définies dans une administration pour permettre en fait, aux agents d'évoluer. On définit la loi, on dit, Monsieur Sidik, quand vous entrez à la Direction générale des impôts en tant qu'administrateur, au bout de 5 ans, d'accord, vous serez chef de service, au bout de 10 ans, vous serez sous-directeur, au bout de 20 ans, vous serez directeur central, ou vous aurez le rang de directeur, d'accord. C'est des règles qu'on définit. Alors, à la Direction générale des impôts, ces règles ont été définies depuis 2008, mais 2008 même, c'est la date de la rédaction, sinon ça a été conçu depuis plus d'une vingtaine d'années. Malheureusement, les agents des impôts sont les personnes qui financent tous les profils de carrière, c'est-à-dire le profil du corps diplomatique, le profil du corps préfectoral et tout. Malheureusement, nous qui payons, d'accord, qui recouvrons les recettes pour mettre à la disposition du Trésor pour pouvoir financer tout ça, nous n'avons pas de profil de carrière. Ça crée un problème aux impôts, ça crée un problème de management, parce que le mode opératoire pour pouvoir être promu est difficilement appréciable, puisque la règle elle-même qui a été définie n'est pas appliquée.
Donc voici en fait le problème. Alors le budget du profil de carrière, ça tourne autour de 8 à 10 milliards. Le budget du ministère de l'année 2025, c'est 500 milliards. On implore vraiment le gouvernement pour que dans ces 500 milliards, on enlève 10 malheureux petits milliards en fait, pour financer, je dis, le profil de carrière des agents des impôts. Et quand vous êtes dans une structure où tout est profilé, l'ouvrier qu'il faut est mis à la place qu'il faut. Il y a un impact direct sur le rendement. Mais quand il n'y a pas de profil de carrière, on est obligé de choisir des personnes selon des règles qu'on n'a pas définies. Ou encore en se référant à la règle standard, c'est-à-dire on demande à un directeur, monsieur le directeur, on a besoin de sous-directeurs. Et dans votre structure, en fait, c'est là qu'ils seront promis, proposez-nous des noms. Mais ça n'obéit à aucune règle managériale. Le monsieur fera ses choix en fonction de ses acquaintances avec les personnes. Ça fait que ça déséquilibre le système. Et quand on est en train de devenir une grosse administration, parce que la DGI, avant l'arrivée du régime actuel, on était autour de 2000, 3000 personnes. Aujourd'hui, on a 7000 agents. Et on a gardé le même mode opératoire et les mêmes méthodes de travail, malheureusement. La méthode qu'on utilise aujourd'hui, c'est une méthode qui a été définie par Fékessé Lambert. Ça fait plus de 15 ans, 16 ans qu'il n'est plus là. Il faut définir de nouveaux standards. Il y a des directions, par exemple, je prends la direction du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement du thème. Vous voyez comment c'est long? On peut diviser ça en 3, 4, créer plusieurs sous-directions et tout, mais on est dans des systèmes où les gens sont agglutinés par sous-directions, est-ce que ce n'est pas budgétivore? Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, c'est la même ligne, c'est le même budget en fait, mais qui va permettre d'élargir. Et puis plus on crée de sous-directions, plus on a des personnes pour pouvoir recouvrer plus de taxes. Voilà, si une seule personne gère 5, 6, 7, je veux dire, entités de gestion, ça devient compliqué. La personne même finit par s'étouffer, puisque avec l'âge, avec le temps, bon, il n'est plus opérationnel. Bien, voilà. Gaël, est-ce que pour vous, ça traduit un désintérêt des autorités ou bien un problème de priorisation? Non, ce n'est pas comme on appelle, un désintérêt des autorités. Les autorités en général, comme il a si bien expliqué, souvent c'est en fonction de certaines grandes décisions qui sont prises. Et pour l'instant, si ce n'est pas le cas, peut-être que tout cela, c'est vrai, M. Dogrou le dit, ça ne demande pas plus de moyens, mais en réalité, de passer de 2000 à 7000 agents, forcément, ça a dû augmenter aussi le budget relativement à la masse salariale et tout ça que ça a réussi à entraîner. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vous qui encaissez l'argent. Justement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, à chaque fois que les gens nous présentent cette situation, on leur dit calmez-vous. Si vous avez des problèmes d'argent, mais c'est nous qui encaissons les fonds. Dites-nous, vous avez besoin de combien, on vous les met à disposition. Et sur la plupart des plateaux où je suis passé, j'ai toujours dit, en fait, vous voyez, l'année dernière, on était à 4 700 milliards d'objectifs pour la DGI. Cette année, c'est clair qu'on va passer à 5 000 milliards, d'accord? Quand vous prenez un pays comme le Sénégal... Vous parlez de 2025? Oui, de 2025. Okay. On va passer à 5 000 milliards d'objectifs sur les 15 000 milliards de budget. C'est-à-dire que nous, on produit le tiers du budget. D'accord? Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, en fait, je dis par rapport à la géographie de la Côte d'Ivoire, le Sénégal est un peu défavorisé parce qu'il y a une grosse zone désertique et tout. Donc, on a plus de potentialité en termes économiques. D'accord? Nous, on dit, si on met l'ouvrier qu'il faut à la place qu'il faut, on nous donne un profil de carrière, on nous donne les moyens. Parce que je suppose que vous avez vu sur les réseaux la vidéo de la direction régionale d'Odiéné. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Mais si on nous met les moyens à disposition, on peut faire 10 000 milliards tranquillement. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que 3 millions de véhicules, il y a 17%. 15 000 hôtels, dans notre fichier, on avait 2 000 et quelques. Il y a des secteurs, en fait, où vraiment on n'est pas présent. Et ces secteurs-là qu'on veut explorer. Et plus l'État de Côte d'Ivoire a des moyens, plus il peut mettre ses citoyens dans des conditions optimales. Et c'est ce qu'on recherche. Voilà. Monsieur Dogrou, est-ce que le fait du sous-effectif en griffe des agents de la DGI ne peut pas expliquer le fait qu'on ait l'impression que l'impôt même est un peu élevé en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Parce que vous dites qu'il y a certains secteurs qui ne sont pas encore touchés. Oui, alors qu'on a des objectifs, donc si on a besoin de cet argent, est-ce qu'on ne va pas plus appliquer sur ceux qui sont imposables pendant qu'on pourrait... Non, on va juste élargir l'assiette, c'est-à-dire on va juste trouver de nouvelles personnes. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas imposées. Si on arrive à imposer ces personnes, c'est tranquille pour nous. Et puis en plus, la DGI n'est pas en sous-effectif radical, non. On est 7000 agents, d'accord? Et on veut couvrir l'ensemble du territoire. Vous arrivez dans des régions, par exemple, dans les centres des impôts, où ils sont 3-4. Donc il faut une répartition équitable, parce que tout le monde est agglutiné à Abidjan. Il faut une répartition équitable et ça obéit, c'est le profil de carrière qui peut te permettre justement de pouvoir faire ça. Un centre des impôts, c'est entre 21 et 23 personnes. Mais vous avez des secteurs où ils sont 5. Et dans des villes à Abidjan où vous avez 60 personnes. Donc il faut rétablir l'équilibre déjà. Comme ça, chacun est responsabilisé. Je connais des pays où ce n'est pas un objectif par CDI ou bien un objectif par direction régionale, mais c'est un objectif par tête de personne. C'est-à-dire qu'en fonction de ton service, toi, agent des impôts, on te dit, bon, ok, toute cette année-là, sur ta tête, en fait, je donne un exemple, peut-être à 5 millions.
Donc à toi de trouver les voies et moyens pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc voici un peu, pour ma part, hein, pour résumer, il faut changer déjà le mode managérial en cours. Parce qu'il commence à être caduc, il date de longtemps et il y a certaines réalités qui se sont greffées au système qui n'a pas appréhendé dans sa conception initiale. Donc voici un peu. Bien, on va maintenant parler de la situation des retraités. On enregistre 3 trimestres de retard. Vous allez confirmer cette information. En tant que syndicaliste, qu'est-ce qui explique ces 3 trimestres de retard? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, déjà la situation des retraités à la Direction générale des impôts, elle est un peu, je dis sarcastique si on peut utiliser ce terme-là. Vous avez des personnes en fait qui ont exercé pendant 30 ans, 35 ans, et au moment où la date de retraite arrive, en fait, ils trouvent des mécanismes pour pouvoir se maintenir en activité, soit par des contrats, je dis de contractuels. Donc, le fonctionnaire plein, il négocie et redevient contractuel, soit il négocie directement avec la présidente de la République parce qu'il y a une loi qui le permet d'écrire au président et puis de demander en fait une rallonge. Je veux dire, dans le temps, on pouvait le comprendre, où on n'était pas en effectif en fait assez important. Aujourd'hui, vous avez 3000 cadres aux impôts qui sont prêts à l'emploi. Il n'y a pas de raison que sur la liste des retraités de cette année, qui sont autour d'une centaine de personnes, qu'on puisse donner des rallonges à des personnes. La dernière fois, j'ai échangé en fait avec un de nos responsables qui essayait de défendre cette position-là. Je lui ai dit, on est d'accord. Mais admettons que la personne en fait, à qui vous voulez donner une rallonge, entre guillemets, décède. Qu'est-ce qu'on en fait? Nul n'est indispensable en fait. Et puis, le président de la République a mis... l'année 2024, je pense, avec 2023, avec une prorogation sur 2024 au titre de la jeunesse. Quand un directeur, je dis, part à la retraite, c'est au moins une dizaine de personnes qui rentrent dans le pipe. Parce qu'on pousse, comme on le dit, le directeur est parti, un sous-directeur devient directeur, ainsi de suite. Et puis en plus, il y a d'autres métiers en fait qui se créent. Donc il faut permettre aux jeunes de pouvoir s'émanciper. Et plus ça dure, plus les gens se maintiennent en fonction à la DGI, plus vous avez des cadres en fait qui ont du potentiel, d'accord, qui quittent la Direction générale des impôts et qui s'expatrient. Parce qu'il estime qu'il y a un rideau de verre qui l'empêche d'avancer. La doléance ici, c'est de demander au président de la République de ne pas accorder de rallonge aux personnes en fait, dont l'âge de retraite est arrivé. Pour revenir à la situation des 3 trimestres de retard, ça c'est au niveau de notre mutuelle. Nous sommes précomptés pour les caisses de retraite. DGI, oui, la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts. Dans le temps, vous avez, je dis, vu dans la presse qu'on avait arrêté le travail à cause du système de santé qui était défaillant. On nous précomptait et on ne reversait pas aux prestataires, les agents n'arrivaient pas à se soigner. Sur le plan sanitaire, la question est réglée, la machine a repris, on ne va pas dire à 100%, mais en autour de 90, 92, c'est mieux où on rejetait les bons. Au niveau du système de retraite, les mêmes précomptes sont faits, mais ils ne sont pas reversés aux prestataires retraite à 100%. Ce qui fait que quand quelqu'un veut aller à la retraite, s'il a cotisé pour 12 trimestres, c'est clair que si on a 3 trimestres de retard, c'est 9 trimestres en fait qui sont. Et ça, c'est pas élégant, c'est pas des choses en fait qui doivent se faire. Si on vous précompte, M. Sidik, il faut qu'on reverse aux prestataires pour qu'au moment où vous allez à la retraite, vous puissiez profiter en fait de votre retraite pleinement. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire sur cette question-là. Bien, Gaël Lacroix, comment vous analysez ce retard en termes de gestion des fonds publics et d'équité sociale? Bon, ce retard, en fait, moi je pense qu'il faut s'appuyer sur le moyen de gestion de toutes ces recettes fiscales. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que une fois que tous ces fonds-là sont collectés par nos amis de la DGI, ils se retrouvent sur le compte commun de l'État. Et en fonction des priorités et de ce de quoi l'État veut investir ses moyens, c'est là que se trouve le problème. La DGI, par exemple, comme il a dit tout à l'heure, en tant que collecteur de ces impôts-là, s'ils avaient, je veux dire, une indépendance financière pour pouvoir gérer, je pense que ça aurait pu aider. Mais comme on n'est pas dans un État fédéral et que toutes les recettes doivent se retrouver dans la même caisse, on a un problème parce que souvent, n'oublions pas qu'on a le problème de gestion des fonds publics. Il y a plusieurs détournements en Côte d'Ivoire. Depuis, si on prend la période de 2022 à même pas, peut-être même 2021 à 2024 aujourd'hui, on peut se souvenir de plusieurs détournements qui ont eu lieu. Or, cet argent-là vient d'où? Ça vient des caisses de l'État. Il y a aussi un problème de comment on appelle, de planification stratégique au niveau des travaux qu'on lance à grande pompe un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Mais tout cela se résume à une mauvaise gestion des fonds. Sinon, si les fonds devaient être bien gérés, je pense que pas seulement pour les agents de la DGI, mais pour tous les agents de la fonction publique et même du privé, c'est-à-dire que parce que le système de collecte des impôts, c'est l'argent de tous qu'on essaie de mettre quelque part pour aider toute la population. Mais quand il y a des problèmes de mauvaise gestion, c'est ce qui peut expliquer
la situation que explique ici le président, c'est ça, le secrétaire général de la mutuelle. Okay. Bien, vous allez rebondir. Et puis, est-ce que cela n'est pas dû aussi à l'insuffisance des ressources allouées? Bon, d'accord. Alors, je vais rebondir en fait sur la présentation faite par M. Gaël. Déjà, les retards de reversement aux prestataires, en fait, je veux dire, sont au niveau de notre ministère, c'est la DGI seule qui en est victime. Il y a d'autres, sous la coupole de notre ministère, on a la douane, on a le trésor, on a le budget. Donc c'est nous ceux qui en sommes victimes. Donc ce que vous évoquez est certes vrai, mais il y a une nuance. Ensuite, vous avez évoqué un aspect sur lequel je voulais faire une brèche, c'est-à-dire que toutes les recettes sont collectées et déposées au trésor. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont centralisé en fait l'endroit où on oriente les recettes, mais ils n'ont pas centralisé l'endroit où on prend les taxes. Je ne sais pas si vous comprenez. La DGI n'est pas la seule entité à prélever des taxes. Et pour équilibrer en fait le système financier, il serait souhaitable que toutes les taxes soient centralisées à la DGI de la même manière que tous les versements se font au Trésor. Ensuite, vous avez parlé de l'autonomie et que nous ne sommes pas dans un État fédéral. L'État de Côte d'Ivoire peut octroyer une autonomie financière à la Direction générale des impôts. Et c'était une des luttes du directeur général pour dire, écoutez, si on a des difficultés au moment où l'argent arrive chez vous pour pouvoir gérer certains problèmes, il est souhaitable en fait de me donner une autonomie financière et de contrôler en fait mon système de façon assez régulière. Et c'était une des revendications des agents des syndicats au niveau de la DG pour dire, vous avez besoin de ressources, vous nous donnez les moyens nécessaires pour ça et on travaille et après vous venez contrôler. Alors, ce que je voulais dire en résumé, c'est que c'est vrai qu'il y a eu des failles dans le système. Tout à l'heure, vous évoquez des détournements de fonds et tout. L'administration, en fait, dispose de mécanismes clairs et précis pour pouvoir retracer ces choses-là. C'est une question en fait de volonté politique. C'est très important de pouvoir faire la lumière sur les fonds qui ont été détournés. Ça permet en fait aux citoyens lambda de se sentir en sécurité quant à la collecte des fonds qui sont faits et à quoi ça sert. Aujourd'hui, on veut élargir l'assiette. On veut qu'il y ait plus de ressources pour l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais s'il y a des déperditions, s'il y a des fuites de recettes, les grands bailleurs, les grands investisseurs même n'aiment pas trop ce genre d'action-là parce que eux, en fait, dans la politique de doing business, des entreprises et tout, ça crée de l'hostilité. Bien, on va maintenant aussi aborder la question d'un projet immobilier des agents des impôts, voilà, qui est en berne depuis 13 ans. De quel projet s'agit-il concrètement et qu'est-ce qui bloque ce projet? Est-ce que c'est les moyens qui manquent ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? En bref, en résumé, ce que je peux dire, c'est un problème de gestion. C'est de la mauvaise gestion au niveau de notre mutuelle. Il faut appeler un chien. Quand c'est beau, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut avoir le courage de le dire. Les agents des impôts ont souscrit à 3 opérations immobilières du même nom. L'opération Abidjan Kwaku Pascal, première, deuxième et troisième tranche. La première tranche a été livrée intégralement et tout. Au niveau de la deuxième tranche, il y a eu un gros souci. Depuis 13 ans, des agents en fait étaient en attente de leur maison. Ils ont soldé et tout et les maisons ne leur ont pas été remises. Pourquoi ça n'a pas été remis? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que les agents ont besoin de leur maison. Et il y a la troisième tranche où les travaux n'ont même pas démarré. C'est juste derrière le palais de justice de Bingerville. L'opération s'appelle Abidjan Kwaku Pascal. Ils ont tout soldé? Ils ont pratiquement tout soldé. Et dans l'opération, en fait, il y a des personnes extérieures. C'est-à-dire que l'opération était tellement intéressante qu'il y a des personnes qui sont de d'autres ministères qui ont souscrit à l'opération. Et le projet est en berne, mais en berne depuis 13 ans aujourd'hui. On a forcé il y a 2 ans, ils ont livré la deuxième partie, mais les maisons étaient livrées en fait en version inachevée, donc la personne a oublié de reprendre à zéro. Depuis peu, on a appris qu'il y a une famille en fait, propriétaire terrien sur le bien, qui affirme être propriétaire du bien et que les droits liés à leur famille n'ont pas été purgés. Donc il y a un contentieux judiciaire sur le bien. En première instance, ils nous ont vaincus. En deuxième instance, ils nous ont battus. Le problème se situe à la Cour de cassation. Donc ce que nous on demande en fait à nos responsables de mutuelle, c'est de négocier avec la famille en fait. Je veux dire, quand c'est comme ça, il faut discuter parce que dans 13 ans, il y a des agents qui ont souscrit à l'opération qui sont décédés. Donc c'est les veuves, c'est des ayants droit, c'est des familles. À un moment donné, les questions judiciaires sont bonnes, mais il y a un proverbe qui dit qu'un mauvais arrangement est mieux qu'un bon procès. Donc vraiment, il faut qu'on en arrive là. Et ce projet concerne environ combien de personnes? On est autour de 500 personnes. Hein. Sur les 2 projets, 500 personnes. Là où c'est fini, je crois qu'on est autour de 100 et quelques. L'autre côté, c'est vraiment un grand projet immobilier. Bien, Gaël Lacroix, question pour terminer. Au niveau de la question immobilière, je voudrais savoir d'abord, vous avez parlé de 3 agences immobilières en collaboration, parce qu'en réalité, ce sont des agences immobilières qui viennent signer des contrats ou bien des partenariats avec la direction générale
et vous mettez les fonds à disposition, vous collectez et vous mettez à disposition pour que ces maisons-là, ces agences immobilières puissent réaliser le projet. À mon sens, si ce sont des agences privées qui ont effectivement besoin d'argent et font du business, ils ne devraient pas avoir de problème à leur niveau. Le problème se situerait à ce moment-là au niveau de la DGI. Donc c'est un problème de gestion. Est-ce que, la question que je veux poser, est-ce que vous avez, comment on appelle, vous avez déjà dit que vous avez des moyens de recours, mais est-ce que vous avez demandé des comptes à ceux qui sont effectivement à la gestion de ces différents projets? Parce que quand pour moi, c'est facile. On collecte les fonds, on entre en contact avec l'agence immobilière, on met les fonds à disposition. Si l'agence immobilière vous a dit en 3 ans on réalise le projet, c'est possible. Mais si l'agence immobilière n'a pas les moyens, ou bien si pour des questions de PUJ, ou bien pour des questions foncières, et tout ça, on ne peut pas aboutir au projet, c'est que la responsabilité, il faut interroger la direction de la DGI. Est-ce que vous avez interrogé vos responsables et est-ce qu'ils prennent les responsabilités vis-à-vis de cette réalité? D'accord. Déjà, il y a un gros souci même au niveau du mode de fonctionnement de la mutuelle. Vous savez, en général, le principe au niveau des règles de la mutualité, c'est que les mutuelles appartiennent au mutualiste. Le mutualiste, c'est la personne, en fait, qui contribue pour sa mutuelle. À la Direction générale des impôts, le mode opératoire de la mutuelle, c'est que la hiérarchie représente 62,3% dans le conseil d'administration. C'est-à-dire les directeurs, les représentants du directeur et tout ça, ça fait 62,2%. Or, on est 7000 agents. Du coup, les prises de décision sont influencées véritablement par notre direction. C'est pour ça que nous, on l'incrimine directement. S'il y a un problème sur un terrain ou une opération immobilière où les agents ont payé et qu'il faut prendre un prestataire et tout ça, les détails, en fait, incombent à la hiérarchie. Bien sûr. Moi, je paye, je veux ma maison. Si vous avez choisi un mauvais opérateur, c'est à vous d'assumer. Si vous avez choisi un bon opérateur, c'est nous tous qui sommes gagnants. Nous, on n'en est pas là aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est que les maisons des agents leur soient rétribuées. C'est tout. Et on va spéculer sur le fait que ça soit une bonne gestion, une mauvaise gestion. Déjà, il faut revoir le mode d'organisation de la mutuelle. Elle ne peut pas être entre les mains de la Direction générale des impôts. Il faut savoir que la MADGI, c'est la première mutuelle privée de Côte d'Ivoire en termes de ressources. Du coup, il y a beaucoup d'enjeux autour d'elle. Nous, on fait pression pour que la hiérarchie se retire et ait son rôle de contrôle. Justement, donc voici un peu... Bien, pour terminer, il y a quelques mois, vous étiez en grève. Aujourd'hui, quel est l'état de lieu que vous faites de la situation? Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Et quels sont les problèmes qui ne sont pas encore résolus? Je veux dire, la situation est réluisante. Franchement, on a progressé parce qu'on n'arrivait pas à se soigner. Aujourd'hui, on arrive à se soigner, donc la question est réglée. Le problème, c'est au niveau de la santé. Et puis au niveau de la retraite, où les fonds ne sont pas reversés intégralement. Et le gros souci, c'est le problème du profil de carrière. Voilà. Sinon, pour le moment, la situation est rétablie. Les gens arrivent à se soigner. Vraiment, il y a eu des progrès là-dessus. Merci Michel Dougrou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts à la DGI. Merci d'être passé. Merci. On se verra à partir de 2025 parce que demain ce sera le dernier numéro de cette première saison de Entre deux News. Merci à vous Gaël Lapa. Peut-être qu'on se verra demain ou encore, vous verrez Gaël Lapa. Je reste en suspens. Bien sûr, en janvier 2025. Chers téléspectateurs, nous marquons une courte pause. On revient juste dans quelques instants pour la seconde partie dans laquelle nous parlerons politique avec politique, développement, économie avec Lansina Karamoko, analyste politique, et Kevin Zokou, président de Agissons Ensemble. Nous parlerons de la Côte d'Ivoire à l'état, bien sûr, de développement. Est-ce que nous sommes fiers aujourd'hui de notre pays? Débat dans quelques instants. De retour de la pub, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale, ivoirienne et internationale. Ici, nous parlons tout, politique, économie, société, culture, sport. Et bien sûr, dans cette seconde partie, nous parlons de la Côte d'Ivoire, bien sûr, sur la question du développement avec Lansina Karamoko. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir d'être toujours avec vous. Merci. Et puis, Kevin Zokou, président du mouvement politique Agissons Ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là encore une seconde fois. Merci de nous avoir invités. Et bien sûr, première question pour vous. Comment évaluez-vous le progrès réalisé dans la lutte contre la pauvreté ces dernières années en Côte d'Ivoire? Merci pour la préoccupation. Mais bien avant, je voudrais d'abord dire que Agissons Ensemble est un mouvement politique qui regroupe en son sein des jeunes Ivoiriens
et de tout bord politique, de toute ethnie, de toute religion, sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et nous sommes sans considération, j'allais dire, idéologique, nous sommes un mouvement politique non aligné. Notre mission, c'est de lutter pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des Ivoiriens. Il faut que chaque Ivoirien profite des richesses de ce pays sans toutefois qu'on lui impose d'adhérer à une idéologie quelconque. Cela dit, oui, quand on parle de développement, oui, notre mission à nous aussi, parlant de l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des Ivoiriens, c'est d'aller dans le sens du développement du pays. Tant qu'il y a développement durable, il y a bien évidemment amélioration des conditions de vie de l'ensemble des Ivoiriens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Telle est la préoccupation. C'est la question qu'on vous pose. Bien sûr. Est-ce que c'est le cas? Et c'est à cette question que nous allons répondre. C'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que nous avons plusieurs secteurs. Hein. Tout de suite, je peux dire que 54% de taux de pauvreté en milieu rural, selon le dernier rapport de la BAD, ça, c'est en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qu'on peut nous présenter, mais le taux de pauvreté en milieu rural est vraiment inquiétant. Voilà. Et donc, ce n'est pas le cas. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Bien. Lansana Karamoko, oui. Comment vous réagissez sur cette question? Oui, je salue le nouveau venu dans l'arène politique parce que qu'il soit aligné ou qu'il ne soit pas aligné, il est dans l'arène politique. Et c'est bien ce qu'il a dit, que lui, c'est un rassemblement des militants de tous les partis politiques, ce qui m'étonne fort bien. Toutefois, ce que je pourrais lui dire, c'est que il se fonde sur ce qu'il a lu par rapport à la BAD, mais nous sommes de la population, nous sortons des zones rurales. J'ai passé une semaine à l'intérieur du pays, dans des villages. Les villageois se sentent mieux. Bon, ce qui me dit me surprend fort guère. Mais de toutes les façons, l'homme est un éternel insatisfait. Même si on devait tout leur donner, ils auront toujours quelque chose à demander. Sinon, c'est plutôt un autre tableau que moi, j'allais plutôt vous présenter. Bien, et quel est ce tableau-là? C'est un tableau reluisant. C'est vrai que le président Alassane Ouattara et ses collaborateurs sont animés d'une humilité qui fait la force des grands hommes. C'est une valeur partagée par les grands hommes, ce qui fait qu'ils ne font pas assez de boucans. Sinon, allons secteur par secteur, vous verrez que les choses se sont sensiblement améliorées parce qu'il ne faut pas tout résumer à ce qu'on mange. Il faut aller, par exemple, sur le plan scolaire et universitaire parce que quand le président Ouattara arrivait, il a eu la plénitude des moyens du pouvoir seulement en mai 2011. Parce que les gens l'oublient un peu, on croit qu'il est parti de 2010. Il est parti de mai 2011 parce qu'il y a eu une longue crise post-électorale. Et puis quand il est arrivé, quand il a fait l'état des lieux, l'université et le système scolaire en Côte d'Ivoire n'avaient plus de valeur. À l'extérieur, quand vous voulez envoyer votre enfant à l'étranger pour étudier et qu'il a obtenu un bac en Côte d'Ivoire, ce n'était pas possible. Quand il arrive avec une licence ou une maîtrise, on le rétrogradait systématiquement au bac. C'est ce que la Côte d'Ivoire vivait en son temps. Et donc le président Ouattara, ayant pris conscience de tout cela, il est passé à l'attaque. Et il a réhabilité la seule université qu'on avait. Vous savez dans quel... On aura l'occasion de parler des infrastructures. Pour l'instant, sur le plan social, pourquoi des inégalités sociales persistent selon certains analystes et hommes politiques, malgré la croissance économique que connaît notre pays? Merci. Comment vous expliquez ce fait? Oui, mais les inégalités persistent tout simplement parce que ceux qui sont au pouvoir pensent que tout le monde doit penser comme eux, tout le monde doit regarder dans la même direction qu'eux. Et tant que vous n'êtes pas de leur bord, vous ne bénéficiez pas des richesses du pays. C'est pourquoi nous disons, agissons ensemble. Vous partagez cet avis qu'il y a des inégalités? Mais bien évidemment, nous l'avons dit dans notre manifeste de d'ailleurs, et ces inégalités sont criades, et nous les dénonçons. Et c'est pourquoi nous invitons le président de la République. Mais qu'est-ce qui démontre qu'il y a des inégalités qui existent, inégalités sociales? Et que la richesse ne profite pas à tout le monde. Déjà, quand vous constatez le fait que tout repose sur Abidjan, tout à l'heure je parlais de ce que, en milieu rural, il y a 54% de taux de pauvreté. Vous disiez que vous venez de l'intérieur. Mais est-ce que vous savez qu'à l'intérieur du pays, par exemple dans le Go, il y a une sous-préfecture qu'on appelle Bayota.
plus de 60 000 habitants. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un hôpital général là-bas? Est-ce que vous savez que dans le Bokré, une sous-préfecture qu'on appelle Daïri, plus de 37 000 habitants. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'hôpital là-bas? Est-ce que vous savez que dans le sud, je peux en citer un, dans le sud Komoé, Kouakro, qu'il n'y a pas d'hôpital général. Il n'y a pas d'hôpital général dans les sous-préfectures. Mais il y a des centres de santé, non, mais les centres de population. Permettez que j'explique pour qu'on se comprenne. Parce que l'Organisation mondiale de la santé dit, pour 1000 habitants, il faut 2,5 personnels soignants, médecins, infirmiers d'État et sages-femmes. Là où il y a 1000 habitants. Comment comprenez-vous que dans une comment on appelle, administration ou dans une location, on va dire dans une sous-préfecture où on a plus de 80 000 habitants, plus de 60 000 habitants, on n'a qu'un centre de santé rural qu'on appelait par le passé un dispensaire. Un seul infirmier ou alors un seul médecin. Pour 80 000 habitants. Voilà les réalités du terrain. Alors, je poursuis pour vous dire, parce que là, vous parlez de, du système scolaire universitaire. Savez-vous que dans nos écoles publiques, ici en Côte d'Ivoire, lycée, collège, il n'y a pas de professeurs de mathématiques, d'anglais, de sciences physiques, chimie. Ici, bien sûr, renseignez-vous, je vous le dis. Et ce que nous disons, c'est public. Nous sommes à la télévision. Je suis en train de... Ce que je dis, même le ministre de l'Éducation nationale est d'avis avec moi. Bien sûr. Ce que je dis, c'est la vérité. Interrogez les enseignants, ils vous le diront. Allez-y, même des enseignants, tout dernièrement, quand ils ont fait les grèves, ils ont même dit qu'ils ne vont plus... comment on appelle ça, les professeurs de collège qui faisaient le même travail que les professeurs de lycée, mais suite à la grève, ils ont dit, bon, puisque l'État ne veut pas nous écouter et que l'État ne veut pas nous donner des primes, alors nous allons nous arrêter car notre statut de professeur de collège, ici en Côte d'Ivoire, ce que je dis, c'est la réalité. Voilà, c'est factuel, vous pouvez vérifier ça. Alors, je poursuis pour dire que tout à l'heure, on parlait de réhabilitation de l'université Félix Houphouët-Boigny. On aura l'occasion dans quand on va parler des infrastructures. Pour l'instant, nous parlons des inégalités sociales. Donc, les inégalités sociales, je vais terminer par là. Je vais terminer par les inégalités sociales pour vous dire que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout est concentré sur Abidjan. Il faut aller à l'intérieur. Ça a toujours été le cas. Non, mais justement. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant. Mais c'est pourquoi nous disons à Agissons Ensemble qu'il faut changer les donnes. Quand nous parlons de Agissons Ensemble, c'est-à-dire M. Karamoko et nous, mettons-nous ensemble pour dire que la Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan. Au-delà d'Abidjan, il faut aller à l'intérieur du pays. Ne pas aller à l'intérieur du pays ne signifie pas aller à Yamoussoukro ou bien aller à Boaké ou bien aller à Korogo seulement. On vous a bien compris. Lassina Karamoko, comment vous expliquez les inégalités sociales qui persistent malgré la croissance économique de la Côte d'Ivoire? Vous savez, nous les Ivoiriens... Pour vous, il n'y a pas d'inégalité? Il n'y a pas d'inégalité. Les Ivoiriens refusent de se prendre en charge. Moi qui vous parle, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais moi, j'ai vendu Bazin, c'est-à-dire aller acheter au Mali, venir vendre, malgré mes diplômes. Alors, si vous voulez tous être fonctionnaires d'État, mais vous allez être frappés par ce que vous appelez inégalité sociale. Mais ce que vous dites là, les Ivoiriens vont se poser des questions. L'université de Mans se trouve à Abidjan. L'université de Bondougou se trouve à Abidjan. L'université Alassane Ouattara de Boaké se trouve à Abidjan. Dalo à l'université se trouve à Abidjan. Quand vous dites tout est concentré à Abidjan, mais dites quand même la vérité aux Ivoiriens. Vous voulez faire un progrès, une marche, n'est-ce pas, dans ce monde politique, mais commencez à dire la vérité, sinon ça va vous rattraper. Hein. La VAR existe maintenant en politique. Hein. Comment pouvez-vous dire que tout est concentré à Abidjan, que je n'ai pas d'université, et l'université de Mans, c'est une université scientifique? Je peux vous aider? M'aider à dire quoi? Je vais vous aider. Pour me dire que l'université de Mans n'existe pas, que l'université de Korogo n'existe pas, que l'université de Bondoukou n'existe pas. Non, soyons un peu sérieux. Je vais vous aider. Vous savez, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord avec moi que nous parlons de la Côte d'Ivoire? Vous me permettez de parler parce que je vous ai laissé parler. Allez-y. Alors, vous êtes parti, vous avez sauté pour arriver dans le domaine de la santé. Mais vous parlez de Bayota, c'est chez Gbagbo, non? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 10 ans? Il n'a pas pu construire un hôpital là-bas. Est-ce que vous êtes convenu avec moi, avant de venir donner des cas isolés, vous avez fait l'évaluation des centres de santé qui existaient avant l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, et les centres de santé, le progrès, le pourcentage, est-ce que vous avez fait l'évaluation? Mais ne prenez pas des cas isolés pour en faire une règle. C'est ce que je suis désolé de le dire. Mais reconnaissez qu'en Côte d'Ivoire, on a eu plus de
300 nouveaux centres de santé construits et en plus de cela, des centres de santé de proximité qui n'existaient pas. On a réhabilité environ 790 hôpitaux généraux. Certains ont été transformés en CHR avec des plateaux techniques de dernière génération. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait qu'un seul scanner et qu'aujourd'hui, nous sommes à 15. Mais dites la vérité aux Ivoiriens. Mais quand vous zappez tout ça et que vous dites à Gbagbo, à passer, c'est votre village, il n'y a pas de... Mais pourquoi vous ne posez pas la question à Gbagbo, qui a été président de la République? Gbagbo, là, c'est à quelques kilomètres de chez lui. Okay. Voilà, est-ce que les statistiques que je donne sont-ils vraies ou fausses? Qu'il y a eu 790 centres de santé réhabilités, qu'il y a plus de 300 centres nouveaux de santé construits. Bien. Est-ce que c'est faux? Avant de revenir à vous, sur le plan des infrastructures éducatives et on va dire universitaires, tout ça, comment vous réagissez à ce sujet? Oui. Mais et moi, le manque d'enseignants parfois dans les lycées. Non, ce qu'il dit, je suis fortement étonné. On peut se promener des lycées. Et puis, ce qu'il a dit que des professeurs de collège donneraient des cours, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mon petit frère, paix à son âme, il était professeur de collège, mais il enseignait déjà au secondaire, au second cycle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez les statistiques du nombre d'enseignants qui ont été formés à l'UNS depuis que le président Alassane Ouattara est là? Le nombre d'enseignants formés même déjà au primaire depuis que le président Alassane Ouattara est là? Ce sont des milliers. Et les CAFOP se sont multipliés. Il y a eu environ 500, plus d'un millier, comment j'allais dire, il ne faut pas que je me trompe, il y a eu des milliers, plus de 50 000 classes construites. 50 000, je n'ai pas dit 5 000, j'ai dit il y a eu plus de 50 000 classes construites au primaire. Il y a eu environ 500 collèges construits. Il y a eu des CAFOP et plusieurs lycées professionnels. D'ailleurs, ces lycées sont appelés l'école de la deuxième chance. Dans toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ces lycées professionnels sont en finition. Quand même, saluer à sa juste valeur ce qui a été fait, puis vous pouvez émettre vos critiques. Mais quand vous voulez peindre tout ça en noir, je suis désolé. Bien. Maintenant, on va parler sur le plan social encore de la gratuité des soins de santé. Est-ce que les plus démunis ont accès à ces soins-là? Est-ce un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Ce n'est même pas une réalité. Je veux simplement rebondir d'abord avant de revenir. Malgré la couverture maladie universelle. Mais la couverture maladie universelle ne fonctionne pas à 100% partout. Elle ne prend pas à 100% tous les soins, mais il y a des soins qu'elle prend en charge. Elle ne fonctionne pas. À ce niveau, il faut encore fournir des efforts. Mais je veux dire à M. Karamoko que gouverner, c'est prévoir. Vous voyez? Gouverner, c'est prévoir. Et nous, agissons ensemble. Ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans le déni. Je vais vous rassurer, nous ne sommes pas dans le déni. Ce que nous disons, c'est que nous mettons au-dessus des chapelles politiques. Parce que nous voulons parler au nom des Ivoiriens, de l'ensemble des Ivoiriens. L'Ivoirien lambda qui se réveille le matin, il n'interroge pas un parti politique avant d'aller à l'école, avant d'aller au champ. Ce pays est un pays dont la richesse repose sur l'agriculture. Vous le savez au moins. Et que notre pays est le premier pays producteur de cacao dans le monde. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Et donc ce pays-là, quand on le dirige, quand on le gouverne, on doit véritablement écouter le peuple et puis effectivement résoudre les préoccupations du peuple. C'est dans ce contexte-là, nous disons que c'est vrai, un chef d'État, mais sa mission, c'est d'utiliser les ressources de l'État pour faire face aux besoins du peuple. Et donc si le président de la République construit une université, on ne l'acclame pas pour ça. Si le président de la République fait des routes, on ne l'acclame pas pour ça. C'est son devoir. C'est pourquoi il est président de la République. Ça, c'est son travail. Mais ne riez pas. Parce que ce que je dis est sérieux. Mais il ne faut pas l'encourager. Non, mais il faut l'encourager. On a eu des présidents avant lui qui n'ont rien fait. Quand on regarde le chemin parcouru par la Côte d'Ivoire. Oui, mais sous Houphouët-Boigny dans ce pays, on a connu le miracle ivoirien. Bien sûr. Oui. Voilà. Et après Houphouët-Boigny, on a connu Bédié. Chaque président de la République qui vient fait ce qu'il peut faire et avec les moyens de l'État. D'accord? Et donc, si aujourd'hui le président de la République est en train de travailler comme vous le dites, mais nous, notre positionnement est tel que les Ivoiriens ont encore des aspirations.
Les Ivoiriens ont encore des besoins. Voilà. Les Ivoiriens, et c'est factuel, ce que nous disons là. Oui, on c'est peut le dire factuel. ainsi, oui. Voilà, et c'est à cela que nous appelons le président de la République à véritablement desserrer le rouleau compresseur pour pouvoir résoudre les problèmes des Ivoiriens. Alors, le rouleau qui est compressé? La question de Sidiki. Sur la santé, est-ce que la question de l'accès aux soins de santé par les populations les plus démunies? Aujourd'hui, quand vous allez dans les hôpitaux avec la carte SEMU, il y a certains hôpitaux où ça marche, il y en a d'autres où ça ne marche pas. Mais la carte SEMU, normalement, dans son processus de délivrance, devrait permettre à chaque citoyen d'avoir sa carte et d'être à l'abri du besoin. Voyez? Mais avoir sa carte, c'est aller se faire recenser. Je suis allé... Je suis allé visiter tout récemment à l'hôpital militaire de la police, voilà, l'hôpital de la police, à Ndokwa, visiter la femme d'un ami. Là-bas, j'ai assisté à une scène, mais c'était horrible. Un fonctionnaire de la police, voyez, il est fonctionnaire de la police. Oui. Il est admis aux urgences. Il a oublié sa carte de fond. Et il arrive là, on lui prélève le sang, on fait les examens, tout et tout. Mais parce qu'il n'avait pas, à l'instant où on faisait les examens, il n'avait pas la carte de fond, on lui a demandé de payer l'intégralité du coût. Mais c'est un fonctionnaire de police. Et l'hôpital de police, il n'a qu'à donner son nom, sa date de naissance dans le système. Et c'est un hôpital de fonds qui est géré par le fonds. C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver facilement ce monsieur-là et puis l'épargner de venir faire ce à quoi on a assisté. Et c'est comme ça que fonctionne la carte SEMU. Il y a des endroits où cette carte SEMU-là ne fonctionne pas. Il y a des endroits où ça fonctionne. Mais ce que nous disons, c'est que l'État doit encore faire des efforts dans ce domaine-là pour que chaque citoyen bénéficie de la carte SEMU. Vous y êtes maintenant. Non, mais c'est ce que nous disons depuis toujours. Merci, l'enseignant Karamoko. Réaction là-dessus, sur l'accès aux soins. Il y est maintenant. C'est vrai que tout est perfectible, hein. Il n'y a que Dieu qui est parfait, sinon tout ce que nous faisons, toute œuvre humaine est perfectible. Maintenant, je suis d'avis avec lui quand il dit il y a des coins où ça marche, il y a des coins où ça ne marche pas. C'est vrai, c'est un constat. Donc, il y a quelque chose à faire pour que ça puisse être uniforme à tous les niveaux. C'est pour ça que nous sommes là. Maintenant, quand quelqu'un quand même fait quelque chose, il faut saluer la justice. Vous avez dit qu'il y a eu un président, il y a eu 2 présidents, il y a eu même 3 présidents, et puis Alassane est venu. Mais tous ces présidents n'ont fait qu'une seule université. Ouattara est venu, il a fait 7. Donc nous sommes passés à... Non, il a fait 8 nouvelles universités. Il faut saluer ça et puis dire on veut plus. C'est comme ça que vous devez marcher normalement quand vous êtes un parti politique citoyen. Vous devez dire qu'au niveau de l'université, en bas de chaque bâtiment, il y avait un bar, ou un maquis, ou une boîte de nuit. La drogue circulait dans le milieu universitaire. Nos diplômes n'étaient pas valables à l'extérieur. Donc, sous le président Ouattara, ça a changé, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais on veut plus. Sur le plan sécuritaire, il y avait des difficultés. Sous Ouattara, ça a changé, mais on veut plus. C'est comme ça qu'un citoyen doit raisonner, mais peindre ça en noir comme si de rien n'était, alors que des yeux extérieurs, chaque jour, ne font qu'applaudir la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez fait ça pour la carte des mutuelles? Est-ce que vous avez fait le CMU? Est-ce que vous avez fait la carte CMU? Non, attendez. Est-ce que vous êtes recensé? Je viens, M. Karamoko. Il n'a pas la carte CMU. Non, avant de répondre à votre question... Il peut me montrer tout ça, ma carte CMU. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste relever quelque chose. Oui. Parce qu'à vous écouter, c'est que la Côte d'Ivoire vient de naître. Ah oui? Alors que la Côte d'Ivoire ne vient pas de naître. La Côte d'Ivoire était à l'arrêt. Non, mais justement, c'est là que je vais en venir. La Côte d'Ivoire était à l'arrêt. Si vous permettez, c'est là que je vais en venir. Quand on est citoyen, un citoyen patriote, quelle que soit la colère qu'on peut manifester, quelle que soit l'injustice qu'on peut subir, quand on est ivoirien, citoyen, patriote, il ne faut jamais prendre des armes contre son pays. Je ne suis pas à ce niveau-là. Mais la Côte d'Ivoire était à l'arrêt. Vous nous envoyez sur un terrain. Permettez que je veux dire, le président de la République, dans notre entendement, le président de la République, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit saluer. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit applaudir. Vous savez pourquoi? Ah bon? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est de sa responsabilité. Mais on le félicite. Non, écoutez-moi, monsieur. On n'a pas à féliciter quelqu'un. Ne nous envoyez pas sur un terrain immoral. La morale nous commande que quand ton enfant
pour lequel tu as payé les fournitures et que tu as inscrit à l'école et qu'il a bien travaillé, il faut le féliciter. Bien. Il reste du devoir de l'enfant également de revenir vers le papa et dire papa, merci. Nous allons recentrer le débat. Voilà. Il y a aussi la question d'accès aux services de base, notamment l'eau potable et l'électricité. Dans les zones défavorisées, même à Abidjan, il y a des quartiers qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable, notamment dans la commune de Yopougon. Vous savez, la démographie est galopante à Abidjan. Hein. Et cette croissance-là, aussi bien sur le plan économique et sur le plan de l'étendue du territoire, Abidjan devient très grand. Mais est-ce qu'en 2024, on devait être à ce stade? Non, j'y arrive. Je vous explique. Parce qu'il y a environ maintenant 5 mois, pas plus, hein, qu'un nouveau site a été trouvé. Et pendant 2 à 3 ans, c'est dans le coin qu'on appelle Congoufon, c'est à Lamé, là, et on a trouvé une source qui est rentrée en exploitation. Sur 50 ans, on n'aura pas de problème d'eau. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez aujourd'hui que des hommes comme Abou Baoulé, Biabou, une partie d'engrais a de l'eau de façon abondante. Et effectivement, quand le président Ouattara est venu, il avait à la fois, c'est-à-dire qu'il a certainement fait une projection quand il arrivait, mais une autre réalité nous a rattrapés. Et donc, aujourd'hui, il les règle, ces réalités-là, les unes après les autres. La question de l'eau est en train d'être réglée, puisque pour le courant, c'est encore plus facile, parce qu'on peut construire facilement des centrales thermiques, mais par contre, l'eau, il faut aller chercher de l'eau, il ne faut pas aller faire un forage quelque part, où au bout d'une année ou de 2 années, on n'aura plus d'eau. Donc, il faut faire des recherches, et quand on fait des recherches, c'est des investissements lourds, c'est des techniciens qui viennent de l'étranger pour venir faire l'exploitation, et je crois que Congoufon, sur Lamé, est une zone qui aujourd'hui est rentrée en exploitation pendant 50 ans. Cette zone que j'ai citée là n'aura plus de problème d'eau. Sinon, jusqu'à Anyama, on est alimenté par l'eau qui vient de Songon. Mais entre-temps, Yopougon a grandi et donc l'eau ne venait pas convenablement à Anyama, mais aujourd'hui, on a commencé à avoir de l'eau dans les robinets. Bien que Benzoku, que faire pour améliorer l'accès aux services de base, notamment l'eau potable et l'électricité? Ce que nous proposons pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, parce que cela fait partie de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, de l'ensemble des Ivoiriens, ce que nous proposons, c'est que d'abord, le président de la République doit revoir la loi sur les rentes viagères. Parce que l'État dépense beaucoup d'argent dans des choses qui ne sont pas utiles pour les Ivoiriens. Les anciens ministres, les anciens députés, les anciens présidents d'institutions, il faut revoir cette loi-là pour que cet argent qui est gaspillé dans ce secteur-là puisse servir à industrialiser nos régions, pour donner du travail aux jeunes. Ça, c'est d'abord la première des choses. Il faut revoir le nombre des membres du gouvernement. Le président Alassane Ouattara... On parle de la question d'accès. Non, attendez, nous allons question point par point. Nous sommes sur la question de l'eau potable et de l'électricité. Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir améliorer les conditions des Ivoiriens qui n'ont pas accès à l'eau potable? Justement, pour qu'on ait de l'eau sur l'ensemble du territoire national, pour que l'électrification soit sur l'ensemble du territoire national, il faut de l'argent. Et c'est les rentes viagères qu'on va prendre pour régler ça. Mais c'est de l'argent que vous... C'est la rente viagère qu'on va prendre pour régler ça. Vous êtes d'accord avec moi? La rente viagère existe partout. Je me suis tué quand vous aviez la parole. Permettez que je m'exprime. Nous sommes ici pour informer les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent tirer quelque chose du débat que nous faisons. Mais quand vous venez dire des choses qui vont finalement... J'ai dit, si vous, tout à l'heure vous avez pris l'exemple sur un enfant, l'enfant que vous éduquez, vous mettez à l'école. Mais pour que vous puissiez mettre un enfant à l'école, il faut planifier. Quand vous planifiez, d'où vous prenez de l'argent pour inscrire votre enfant dans une école privée, par exemple. Vous prenez l'argent où? Donc, pour qu'on aille électrifier toute la Côte d'Ivoire, pour qu'on aille mettre de l'eau partout sur l'ensemble du territoire national, il nous faut de l'argent. Il ne faut pas aller emprunter. Est-ce que ce sont les ressources qui manquent à la Côte d'Ivoire? Mais justement, ces ressources-là, ce sont elles qui sont gaspillées. C'est de ça que je parle. Il y a des zones où des ressources naturelles manquent. Mais quelle est cette zone en Côte d'Ivoire où les ressources naturelles manquent? Et quand bien même qu'on aurait des ressources naturelles, il faut un investissement. Ce dont il parlait tout à l'heure.
Il a par exemple pris le cas de la commune d'Anyama. Quand on découvre une nappe d'eau, il fait un investissement. Depuis Songo. Mais justement, ce que je dis, quand on découvre une nappe d'eau, il fait un investissement pour que cette nappe d'eau soit traitée, pour qu'on alimente les gens en eau potable. L'État a dit qu'il n'a pas les moyens. Mais c'est de ça que je parle. Est-ce que l'État vous a dit qu'il n'a pas les moyens? Les moyens de l'État, là, au lieu d'aller emprunter de l'argent pour qu'aujourd'hui on soit à plus de 30 000 milliards de dettes, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Mais la dette est un levier de développement, non? C'est un instrument de développement. Permettez que je développe ma pensée, en fait. Merci, ça vient à point nommé. La croissance économique de la Côte d'Ivoire est souvent citée comme un modèle. Est-ce que cette croissance est inclusive et durable? Oui, la croissance est inclusive et durable. La terre tourne, mais on ne s'en rend pas compte. Mais plus tard, on aura les effets dans nos assiettes. Et ça a même déjà commencé. C'est parce que, justement, j'allais dire, nous, on a reçu le ministre du Commerce, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit tous les dimanches, après le journal de 20h30, sur la télévision nationale, il y a l'OCPV, le ministère du Commerce, qui vient pour communiquer les prix des denrées alimentaires. Mais ces prix-là, pratiqués dans les supermarchés, sont respectés. Mais pour nos mamans, nos femmes au marché, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Et ces efforts devraient permettre que ces prix soient uniformisés pour qu'ils puissent être accessibles à tout le monde. Des gros efforts sont en train d'être faits. Je pense que l'Ivoirien nouveau, là, celui qu'on cherche à avoir, là, c'est celui qui salue ce qui a été fait et demande qu'il y ait un effort en plus. Mais venir s'asseoir là, dire que rien n'est fait, qu'il faut prendre la rente viagère. Mais la rente viagère n'existe pas aujourd'hui. En Europe, ça existe. Mais l'État n'a pas dit qu'en payant la rente viagère à des anciens présidents comme Laurent Gbagbo qui est rentré, vous voulez que Laurent Gbagbo soit encore dans la misère, il faut lui payer une rente viagère. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas de rente viagère, la rente viagère commence d'abord par le président de la République. Moi qui vous parle, je sais ce qu'on appelle la rente viagère, puisque j'ai été là quand la loi s'est votée en 2006. J'arrive. En 2006, quand on votait cette loi, on était là. C'est en 2006 que la loi du changement du niveau de la rente viagère a été votée. Mais c'est pour ne pas que les anciens présidents d'institutions, les anciens présidents de la République, les anciens ministres soient dans la médisance. C'est une forme de retraite pour eux. Ce sont nos repères, ce sont nos références. Bien, votre avis sur la croissance économique de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un modèle pour vous? Et puis, est-ce que c'est inclusif et durable? Monsieur Sidik, permettez que vous allez répondre rapidement parce que nous avons que 3 minutes pour terminer cette seconde partie. Vous ne me permettez pas d'expliquer. J'ai dit, un État, il se construit. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays en voie de développement. Ce n'est pas un pays qui est développé, il est en voie de construction. Donc quand on est en voie de construction, il faut une gestion. Et la gestion, là, c'est de ça que je vous parle. Qu'il faut mettre de l'ordre dans les finances, dans les dépenses, de telle sorte que quand on prend de l'argent et qu'on alloue ça à un département, il faut que cet argent-là soit utile. Les détournements, par exemple, de fonds, des deniers publics, ça fait partie de la mauvaise gouvernance. Donc, je suis en train de vous dire comment on va avoir de l'argent d'où la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Oui, je suis d'accord. Permettez, le président Alassane, quand il était dans l'opposition, il a dit avec 20 ministres, on peut gouverner la Côte d'Ivoire. Un ministre, il coûte beaucoup cher. Parce qu'une fois que vous êtes ministre et que vous devenez un ancien ministre, c'est là qu'intervient cette loi parlant de la rente viagère. Ça ne concerne pas que le président de l'institution seulement. Vous ne me l'enseignez pas, j'étais là quand on votait cette loi, j'étais à l'Assemblée nationale. Permettez que je m'exprime. Permettez que je m'exprime. Je suis en train de vous dire, une loi, quand elle est votée et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des imperfections et des insuffisances, il faut réadapter cette loi-là. Notre pays est en pleine construction, il faut faire en sorte que nous ayons les moyens qu'il faut pour pouvoir investir. On vous a bien compris. Est-ce que la dette publique est-elle une menace pour la Côte d'Ivoire, pour l'économie nationale? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire s'endette-t-elle? Toutes les grandes nations sont endettées. Non, mais attendez, mais c'est un instrument de développement, monsieur. Si vous ne savez rien à la question, vous sortez. Allez-y, répondez. C'est un instrument de développement. Vous allez répondre tout à l'heure. Allez-y, répondez à la question 45 secondes rapidement. En 2010, on dit vous avez 45 secondes. En 2010, le président de la République actuelle, il disait avec 6 000 milliards que notre pays était trop endetté. Il a dénoncé ça, 6 000 milliards en 2010. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 30 000 milliards. C'est de ça qu'il est question. Avant de dire que oui, c'est un modèle de développement, pourquoi est-ce qu'hier il avait dénoncé? Pourquoi est-ce qu'hier il avait décrié? C'est de cela qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il n'est pas sûrement crédible.
Vous voyez? Ah ben oui, parce que quand vous dites une chose, et vous faites son contraire, ça veut dire que votre crédibilité est en jeu. Alors, la dette publique est une menace. Il vous reste 15 secondes. Oui, en 15 secondes, ce que je peux dire, c'est que oui, tout pays peut s'endetter. C'est pas ça, le problème n'est pas au niveau de l'endettement. Est-ce que c'est une menace? Mais ce n'est pas une bonne chose que de s'endetter à longueur de journée. Ce n'est pas une bonne chose. Même si l'État peut s'endetter, mais pour nous, nous avons des ressources avec lesquelles nous pouvons compter pour développer notre pays au lieu d'aller s'endetter. Merci. Lansana Karamoko, dette publique, une menace pour la Côte d'Ivoire, pour l'économie nationale. Pour les économistes, tout le monde le sait, c'est le B.A.B.A. La dette est un instrument de développement. Même jusqu'à présent, les États-Unis s'endettent. Aucun pays ne peut se développer sans s'endetter. Aucun citoyen, même vous-même qui êtes assis en face de moi, Zoku, vous ne pouvez vous développer sans vous endetter. Pourquoi? Ah mais si vous voulez avoir une maison, mais je ne suis vous pas allez aller souscrire auprès d'une banque, je ne suis pas obligé de m'endetter pour vivre. Pour construire une maison, je ne suis pas obligé de m'endetter pour vivre. Bon, ok. Voilà. On parle de suite, c'est la mauvaise foi, ça. Non, ce n'est pas la mauvaise foi. Je ne suis pas obligé de m'endetter pour vivre. Chacun a son modèle de vie et chaque pays a un modèle de développement. Quand on est dans l'opposition et qu'on dit que s'endetter, ce n'est pas une bonne chose. Une fois on arrive au pouvoir et qu'on passe de 6 000 milliards à 30 000 milliards, c'est dire que... Malheureusement, c'est la fin de ce sujet. Nous allons maintenant faire place à la prochaine rubrique, le carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités font des coups de gueule sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Premier carton de cette émission avec Lansana Karamoko. Mon carton rouge, je l'avais déjà peut-être brandi ici à cette même émission. Ce soir, je vais recommencer. Et ça concerne deux grands carrefours importants à Niamey, aussi grands que le carrefour de Koumassi, que le carrefour de Makori. Jusque-là, je ne sais pas qu'est-ce que l'AGEROUTE attend pour équiper ça en feu tricolore. C'est des dangers permanents. Le carrefour, après le stade olympique, juste au carrefour du séminaire, c'est un grand carrefour, c'est tout un problème et c'est des justesses qu'on évite les accidents. La dernière en date, c'est un Baka, un Massa, c'est-à-dire les véhicules mini-cars qui a été coupé en deux par un gros camion. Parce qu'il n'y a pas de feu qui est existant. Le prochain carrefour, c'est le carrefour qu'on appelle chez nous à Niamey, le grand carrefour, en venant de la mairie. Également, à ce niveau-là, il n'y a pas de feu. On demande pardon à l'AGEROUTE. Venez équiper ça pour que des vies puissent être sauvées. Bien. Merci Lansana Karamoko. Allez-y. Réaction sur ce carton rouge, si vous en avez. Non, pas vraiment de réaction en tant que telle. Je pense qu'il se rend compte que oui, tout ne va pas bien et qu'il faut améliorer. Et c'est dans cette dynamique-là que nous autres, nous inscrivons. Alors moi, mon carton rouge, il est à l'endroit du gouvernement qui ne fait pas beaucoup pour réduire le coût de la vie de la population. Pour nous, le gouvernement peut être réduit à 25 ministères, donc 15 ministères d'État. Pour nous, le gouvernement peut revoir la loi sur la rente viagère pour faire en sorte que nous ayons un manque à gagner pour investir dans nos régions et industrialiser toute la Côte d'Ivoire pour offrir de l'emploi aux jeunes. Pour nous, l'État de Côte d'Ivoire peut encore faire des efforts pour que le fonds de souveraineté du président de la République soit revu à la baisse. 342 milliards, 600 millions par an pour le président de la République, c'est déjà beaucoup trop. Il faut revoir ça pour investir dans l'industrialisation de nos régions et créer des emplois. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je vais encore terminer pour dire que le coût de la vie, oui, hier, par exemple, le kilo de viande coûtait entre 1500 et 1800. Aujourd'hui, c'est entre 3000 et 3500, voire 4000. Ici, en Côte d'Ivoire, il faut revoir cela parce que les Ivoiriens ont du mal à vivre à l'intérieur du pays. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Lansana Karamoko, réaction sur ce carton rouge. Moi, je l'interpelle lui-même parce que ce n'est pas au gouvernement d'aller... Moi, je suis un peu retourné à la terre. Il faut faire comme moi, passer dans nos forêts, à de l'espace. L'agriculture, ce n'est pas pour les pauvres. L'agriculture, là, dans les pays occidentaux, les hommes les mieux nantis financièrement, c'est les industriels et puis les agriculteurs. Il faut mécaniser l'agriculture. Car notre pays est un pays agricole. Mais Zoku, laisse-moi parler. Si vous voulez qu'on retourne à la terre, il faut mécaniser. Alors donc, il faut qu'on commence, chacun de nous, derrière sa maison, à développer des lopins de terre
Moi, comme ça, je me suis investi dans le riz local. Je ne paye plus le riz local. Chaque année, on m'envoie quelques sacs de mon investissement et puis c'est ce que je mange chez moi à la maison. Donc, il faut faire autant. Et il faut demander aux jeunes d'être entrepreneurs. Il y a le guichet emploi jeune qui donne l'opportunité à des jeunes. Faut pas, tout le monde ne peut pas devenir policier, gendarme ou bien enseignant, etc. Aucun pays ne peut fonder son développement sur le fonctionnariat. Il faut développer l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci. Nous faisons maintenant place à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 58,6 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est lié à un ministère ivoirien. On a les sports. Okay. Ministère des Sports. Le ministère des Sports. Bon, je vous explique. Alors, le Sénat ivoirien a adopté le budget 2025 du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du cadre de vie. Ce budget est essentiellement consacré à l'entretien des infrastructures sportives et à la participation de la Côte d'Ivoire à des compétitions internationales. Le budget adopté s'élève à 58 586 962 981 francs CFA, dont 33,17% seront alloués au programme d'investissement. Comment vous réagissez, vous qui venez d'Anyama, où se trouve l'une des plus importantes infrastructures sportives ivoiriennes? Oui, c'est important, parce que de quand on pensait que c'était des investissements qui n'avaient pas de sens, vous voyez que à la faveur des matchs éliminatoires pour la CAN 2025, beaucoup de pays ont choisi la Côte d'Ivoire comme destination pour venir jouer leur match. Ça permet au monde de voir la Côte d'Ivoire. Un pays se vend. Vous avez vu que le ministère du Tourisme a initié, n'est-ce pas, cette grosse opération qu'on appelle Sublime Côte d'Ivoire. Tout comme Visite au Rwanda. Je ne cite pas le nom d'une équipe, mais c'est le PSG qui fait la publicité. Donc, il faut mettre beaucoup de moyens dans ce ministère-là pour qu'il puisse développer les infrastructures, pour que la Côte d'Ivoire puisse être bien vue à l'extérieur. Parce que c'est par ce canal-là que nous pouvons, vous voyez aujourd'hui après la CAN, tous ces investisseurs qui courent pour venir ici. Même le Grand Real de Madrid est venu organiser une activité sportive ici parce que la Côte d'Ivoire a été vendue à l'extérieur et aujourd'hui, si le ministère c'est 58 milliards, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, sinon on devrait aller au-delà des 58 milliards. Bien, Kevin Zokou, 58,6 milliards de francs CFA pour l'entretien des infrastructures sportives. Comment vous réagissez? Pour l'entretien? Oui. Déjà, en tant que citoyen, c'est une bonne chose que d'avoir des infrastructures sportives et autres dans son pays. Tout ça contribue au développement du pays. Et c'est ce que nous faisons, agissons ensemble. Quand nous parlons d'amélioration des conditions de vie, c'est de cela qu'il est question. Ces infrastructures sportives existantes doivent servir à donner de l'emploi aux jeunes. Oui, parce qu'on ne doit pas les laisser comme ça. Il faut faire en sorte que ces infrastructures sportives-là servent de bureaux, de réunions, d'anniversaires et autres, tous les événements. Parce qu'ailleurs, ça se fait. Par exemple, Manchester City, avec leur stade, hein, le jour où on ne joue pas, soit on y organise des concerts, soit les gens y font des graduations, ainsi de suite. C'est le cas en Côte d'Ivoire aussi. C'est ce que je dis. Par moment des manifestations au stade de faisons toutes sortes de manifestations, faisons en sorte que ces infrastructures sportives soient utiles. Voilà, parce que 58 milliards pour son entretien, bon, s'il n'y a pas un manque à gagner, en retour, bon, vous voyez, c'est comme un investissement à perte. Oui, 58 milliards pour entretenir toutes ces infrastructures, c'est bien. Qu'est-ce qu'on gagne en retour? C'est de cela que je parle. En préservant ces infrastructures, on a vu des pays comme le Gabon qui n'ont pas réussi à préserver les infrastructures de la CAN. Mais il faut les préserver parce qu'au-delà de la CAN, lorsqu'il y a une infrastructure sportive, pour moi, cela va dans le sens du développement du pays. Donc, on ne construit pas ces infrastructures sportives juste parce qu'on a la CAN. Non, l'après-CAN, même avant la CAN, même quand il n'y a pas de CAN,
Il faut développer ce secteur-là du sport. Bien. Merci bien, Kevin Zokou. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Agissons Ensemble. Merci à vous aussi, Lansina Karamoko, analyste politique. C'est la fin de cette émission. Le développement d'un pays ne se mesure pas seulement en termes de chiffres ou de projets réalisés, mais par son impact réel sur la vie des citoyens. Il est à chacun de tirer des conclusions de ce débat. Merci à nos invités et consultants. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de votre constante fidélité à notre chaîne, votre télé, Reflet TV. Rendez-vous demain pour le 100e numéro et dernier de la première saison de Entre deux News sur Reflet TV. Portez-vous bien. Bonsoir.